Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré les difficultés actuelles. Comme je l'ai fait pour mes premières 6, je vais tenter de vous envoyer régulièrement des cours commentés en vidéo, c'est-à-dire qu'en plus de la version PDF qui est attachée au mail que je vous ai envoyé, je vous explique à travers les diapos et les vidéos que normalement nous aurions dû utiliser en classe les différents éléments du cours afin que vous puissiez bien les comprendre et bien les étudier de votre côté. L'objectif étant à la fin de chaque semaine d'avoir un petit moment d'évaluation, soit par un petit quiz, soit par d'autres voies, pardon, donc je ne sais pas encore exactement comment nous allons nous organiser à tout point de vue, mais bon, déjà en tout cas on va partir sur cette base-là. Alors si vous vous rappelez bien, avant les vacances, on s'était quitté sur une leçon qui évoquait les grandes révolutions techniques de l'information. On avait fait le petit 1, l'âge d'or de la presse, on était en plein petit 2, et on avait évoqué la façon dont la presse évoluait et devait s'adapter à certains événements, et là on s'était quitté sur l'adaptation à la Première Guerre mondiale, et on avait dit que les Français avaient découvert que la presse pouvait aussi, comme vous le voyez à travers les petits extraits que j'ai laissés et qu'on avait étudiés en classe, être tout simplement contrôlé par l'État et influencé par l'État pour ne pas divulguer certaines informations qui pourraient évidemment affoler l'arrière, affoler les civils. Donc on avait montré cela, on avait expliqué également que le Canard enchaîné avait volontairement laissé les places des éléments qui avaient été censurés, donc notamment un dessin, un article ici, afin de montrer à la population en l'alertant que tout n'était plus possible à affirmer, à expliquer dans les journaux, donc que la liberté de la presse à ce moment-là était clairement menacée par cette propagande d'État. Alors justement, les mots qu'on avait commencé à évoquer, c'était évidemment le mot propagande. Je rappelle que les poilus, les soldats appellent cela eux le bourrage de crâne. On avait expliqué également que, il y avait évidemment le mot censure, c'est un mot que vous connaissez bien, c'est-à-dire supprimer des informations gênantes, interdire ces informations, et souvent ici, là, pour le cas de la Première Guerre mondiale, cette censure, c'était évidemment une censure d'État. Et on avait expliqué que derrière tout ça, il y avait la volonté de maintenir une union sacrée, c'est-à-dire une union de tous les partis, de tous les membres de la société, derrière les soldats, derrière la cause ultime à l'époque pour l'État français, c'est-à-dire gagner et remporter cette Première Guerre mondiale. Donc ça, c'était ce qu'on avait évoqué. Là, je vous fais rapidement un aperçu, un petit résumé de tout ce que vous auriez dû voir avec moi. Alors, on n'avait pas totalement terminé de noter, donc je vous ai mis la suite de ce petit 2. N'hésitez pas à le recopier ou à l'imprimer pour le coller dans vos cahiers. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, on s'était quitté en disant que les soldats, face justement à ce qu'ils appellent des bobards, c'est un mot qui vient de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à tous les mensonges qu'ils lisent dans cette presse, n'hésitent pas, eux, à inventer des journaux de tranchées, alors qui sont la plupart du temps clandestins. Et ces journaux de tranchées permettent aux poilus de s'adresser les uns aux autres, de donner des nouvelles du front et des nouvelles qu'ils jugent beaucoup plus justes et réalistes par rapport à toutes les choses et toutes les horreurs qu'ils vivent au sein des tranchées. Ça, c'est une question que vous verrez en fin d'année en histoire tronc commun. Alors, on va passer à notre grand 2 qui vous montre que l'information passe aussi par le son et l'image avec l'apparition de la radio et de la télévision. Avec moi, pour cette explication, on fera essentiellement la radio. On gardera télévision et le grand 3 sur Internet pour plus tard. Donc là, on fait tout de suite notre petit 1, un nouveau média qui concurrence la presse écrite. Et évidemment, ce nouveau média, c'est la radio. Alors, je vous invite à écouter le petit extrait radio pour que vous ayez un petit peu idée de ce que peuvent écouter à l'époque les Français. Parlant en ce mois d'avril 1932, m'adressant non pas seulement à mes contemporains, mais à la postérité plus ou moins éloignée, je veux situer quelques considérations sur les problèmes économiques et politiques de l'heure, surtout sur les problèmes économiques qui hantent tous les esprits. Donc, à la fin de 1929, a commencé à éclater une crise qui s'est développée depuis, qui prend de jour en jour un aspect plus redoutable, dont on se demande quand et comment elle finira. Alors pour rappel, la radio, c'est un procédé qui utilise les ondes magnétiques et c'est un procédé qui apparaît au début du XXe siècle. Et en fait, dès la Première Guerre mondiale, il est utilisé, mais uniquement à des fins militaires.
et il va ensuite se répandre à un usage davantage civil en Europe et aux États-Unis dans les années 1920. Alors comme vous le voyez à l'époque, le poste radio il est assez énorme et ce poste radio, malgré sa taille, vous allez voir, il va d'ailleurs au fur et à mesure des années diminuer en importance, il va se diffuser à travers les pays occidentaux, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, et puis en France, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, il y a tout de même 60% des foyers français qui détiennent un poste radio. Donc, vous voyez sur les petites courbes que je vous ai trouvées, il n'y a pas du tout une répartition égale dans le monde, dans le nombre de postes récepteurs radio. Mais par contre, aux États-Unis et puis dans l'Europe de l'Ouest, Allemagne, France, Royaume-Uni, il y a quand même un nombre assez important de radios qui se sont vendues. Alors, évidemment aussi, il faut bien vous dire qu'il y a un réel intérêt pour les États à contrôler ce que les radios émettent. Et dans les pays, il y a des différences au niveau du statut. C'est la troisième flèche de votre petit 1. Si vous regardez bien, je vous explique que, par exemple, aux États-Unis, les stations de radio sont privées et elles sont financées par la publicité. Par contre, en Grande-Bretagne, on vous dit que certes, il y a des entreprises privées comme par exemple la BBC, mais elle agit un petit peu comme quelqu'un qui va servir l'État, puisque c'est l'État qui est propriétaire des ondes hertziennes. Donc, c'est-à-dire les ondes qui vont permettre les émissions de radio. Alors, en France, on fait une espèce de mix un petit peu entre tout ça, c'est-à-dire qu'on a une radio publique, puis on a quelques stations privées. Par contre, vous verrez que le monopole étatique reste très important en France, c'est-à-dire que l'État garde vraiment la main mise sur ce nouveau média qui, dès le départ, apparaît être extrêmement stratégique. Alors là où on va pouvoir le vérifier, c'est évidemment dans notre petit 2 qui vous parle de l'âge d'or de la radio. Alors le moment où la radio est vraiment le média le plus utilisé. Et on va voir l'importance stratégique dont je vous parlais il y a quelques secondes, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement parce que la radio devient le moyen d'information essentiel, notamment dans les États qui vont être touchés de plein fouet par la guerre, et notamment dans ceux dans lesquels la liberté de la presse, la liberté également de la radio va être soit très très contrôlée, soit supprimée. Or, la France fait partie de ces pays. À partir du moment où la défaite est constatée en 1940 et que les nazis occupent la partie nord du pays, je le rappelle, et la partie sud est dirigée par le régime de Vichy qui collabore avec l'Allemagne, les ondes radio sont extrêmement contrôlées. Vous allez voir, ça va même plus loin que ça dans la partie nord. Et je dis exactement d'ailleurs la même chose concernant la presse. Alors concrètement, sur la partie qui est dirigée par les nazis que vous voyez ici, vous allez avoir tous les journaux qui sont supprimés tout simplement. Et puis les radios qui demeurent sont entièrement contrôlées par les nazis, notamment le cas de Radio Paris. C'est une radio à l'époque qui est totalement dans les mains des nazis. En zone sud, c'est-à-dire la zone de Vichy, les journaux et les radios sont contrôlés par le régime de Vichy. Et évidemment, il y a beaucoup de censure pour tous les journaux qui voudraient faire paraître autre chose que le discours officiel. Et évidemment aussi, il y a beaucoup de propagande puisque le régime utilise les journaux, utilise la radio pour la propagande officielle du régime de Vichy. Alors, là où on parle de guerre des ondes, c'est un mot que j'utilise dans votre cours, c'est notamment parce que les deux camps, c'est-à-dire ceux qui collaborent avec l'Allemagne derrière le maréchal Pétain et ceux qui souhaitent davantage résister aux Allemands avec ici le général de Gaulle, les deux camps utilisent la radio, vous le voyez, afin de faire entendre leur discours et afin de servir leur cause. Donc on parle de véritable guerre des ondes. Je vous rappelle que Pétain, le 17 juin 1940, annonce la défaite aux Français à la radio. Il prononce un discours à la radio pour annoncer qu'il demande un armistice à l'Allemagne. Et le lendemain, c'est le fameux appel du 18 juin, Charles de Gaulle prononce son discours depuis Londres à la BBC. Et c'est, vous le savez, ce discours qui demande aux Français de résister et de ne pas accepter la défaite et évidemment la collaboration avec l'Allemagne. Alors vous allez entendre dans la vidéo qui suit le discours de Pétain qui annonce la défaite du 17 juin 1940 et puis un discours du général de Gaulle qui lui demande la résistance des Français, mais ça n'est pas celui du 18 juin 40 puisqu'il n'y a pas d'enregistrement de ce discours. Et puis à la fin de cette vidéo, vous entendrez un extrait de l'émission Les Français parlent aux Français et ce sont tous les messages codés destinés aux résistants restés en France que les résistants londoniens envoient. Alors vous verrez, les phrases vont peut-être vous paraître sans queue ni tête, mais ce sont des messages codés qui passent par la radio.
Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Ici, Londres. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Le gigot est cuit. Il y aura 4 pains. La cruche n'ira plus à l'eau. Nous disons la cruche n'ira plus à l'eau. La bibliothèque est en feu. Nous disons la bibliothèque est en feu 2 fois. Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir. Il y a du mieux, camarades. Voilà, donc à travers cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris que la radio était évidemment un média essentiel dans cette Seconde Guerre mondiale, puisque vous l'avez vu, les 2 camps, résistants, collaborateurs, se livrent une véritable guerre des ondes. Mais il ne faut pas oublier que la presse aussi joue encore un rôle dans la diffusion de l'information. Évidemment, une presse clandestine tente de se développer afin de faire passer notamment les messages des résistants. Il y a même en 1943 la création d'une fédération nationale de la presse clandestine et il y a tout de même 1200 journaux clandestins qui vont exister pendant la guerre. Et par exemple, le plus connu, c'est Combat, qui est diffusé quand même à plus de 250 000 exemplaires. C'est ainsi que se termine votre flèche. On passe à notre dernière flèche, la 3e, et on précise que après la guerre, les postes radio
prennent une autre forme et se diffusent en devenant plus petits et portatifs. C'est notamment le cas des transistors, vous les voyez ici à l'écran. Et en 1958, on compte tout de même plus de 10 millions de récepteurs en France. En Europe, aux États-Unis, c'est donc un média de masse, comme je vous l'ai dit, c'est une définition à bien connaître. Et dans certains pays, le monopole de l'État commence à poser problème, si bien que, je vous le montre également, des stations périphériques naissent, c'est-à-dire des stations qui vont émettre depuis l'étranger afin d'échapper au contrôle de l'État français. Donc par exemple, c'est le cas de RTL, donc le L de RTL veut dire Luxembourg, bien pour vous montrer qu'on émet depuis le Luxembourg. Europe 1 émet depuis l'Allemagne et RMC émet depuis Monaco. Ils échappent ainsi au contrôle strict de l'État sur la radio. Voilà, j'espère que cette leçon continue d'être bien acquise. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que de votre côté également, tout va bien. Prenez bien soin de vous, continuez à travailler régulièrement lorsque vous le pouvez. Et je reviendrai vers vous d'ici, je pense, la fin de semaine, à travers un petit quiz pour vérifier que tout ce que vous avez vu avec moi aujourd'hui est bien acquis. À bientôt!